Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Synopsie. On va faire simple, on va faire vite, je vais vous proposer non pas une vidéo, mais deux. La première de ces vidéos est celle que vous visionnez actuellement, et la prochaine sortira dans une semaine. L'idée est simple, ça fait maintenant une année que la postlogie Star Wars est terminée. Et l'objectif est de revenir à froid dessus, et d'essayer d'être constructif en apportant 5 points positifs et 5 points négatifs. Et donc, dans cette première vidéo, nous allons commencer par 5 points positifs sur la postlogie Star Wars. Et on commence tout de suite par le premier point positif, Kylo Ren et Rey. Là où Ben Solo, aka Kylo Ren, n'était pas le personnage le plus intéressant de l'épisode 7, dès sa suite, il a eu le droit à un développement fantastique. Constamment tiraillé entre lumière et ténèbres, entre ses idées qui s'opposent, il propose même d'apporter sa propre vision à la fin des Derniers Jedi. Quant à Rey, certes, ses capacités avec la force sont incohérentes entre elles, mais le personnage est à mon sens bien traité, s'interroge sur sa place et atteint son apogée à la fin de l'épisode 8. Si je cite ces deux personnages, c'est surtout parce qu'ensemble, ils fonctionnent admirablement bien. Il y a une véritable relation d'amour-haine bien entretenue, un respect naturel entre Kylo Ren et Rey. Et ceci est fabuleusement bien retranscrit à l'écran grâce aux comédiens et comédiennes. Et c'est une transition parfaite. Deuxième point positif, le jeu des acteurs. Les comédiens et comédiennes de cette trilogie sont tous très bons, Daisy Ridley et Adam Driver en tête. Ce sont deux grands acteurs qui ont été dévoilés à la face du monde, et chacun a déjà pu le prouver dans d'autres œuvres. Mais on n'oublie pas non plus Oscar Isaac, John Boyega, ou encore le retour de Mark Hamill, Carrie Fisher et Harrison Ford, etc. etc. Mais là où le jeu d'acteur est à mon sens le meilleur, c'est dans l'épisode 8. Mais quel travail sur les transitions, dites voir. Troisième point positif, les propositions de l'épisode 8. Plus je regarde cet épisode, plus je l'aime. Les Derniers Jedi proposent de prendre en compte intelligemment les idées de l'épisode 7 et de les pousser plus loin, vers quelque chose de neuf. On critique beaucoup le fait que l'épisode 7 repose sur de la nostalgie, ce qui n'est pas faux. Mais si on lit entre les lignes, on pourrait presque analyser que le réveil de la Force nous dit que ce n'est pas une bonne chose que de se reposer uniquement sur la nostalgie. Car quel personnage reste bloqué dans l'émerveillement d'une figure du passé? Kylo Ren. Les Derniers Jedi proposent alors de pousser cette idée plus loin, car au final, Kylo Ren décide de prendre sa propre voie, de détruire tout ce qui fut, la Résistance, le Premier Ordre, la République, l'Empire, etc. D'apporter autre chose. Il propose même à Rey de le rejoindre dans cette entreprise. L'épisode 8 apporte également des idées visuelles jamais vues auparavant dans la saga, l'utilisation de la vitesse lumière comme une potentielle arme bien trop aléatoire et coûteuse pour être utilisée en tout temps. 2 combats au sabre laser, un contre une garde royale et un autre purement psychologique, et a même le cran de nous présenter un Luke Skywalker dépressif, apportant avec lui une nouvelle vision des Jedi. Quatrième point positif, les visuels. Cette trilogie est belle, et ça, on ne peut pas le nier. Le 7 est très joli, mais manque un peu d'imagination et de folie. Mais le 8 et le 9 sont des festivals à ce niveau-là. Des festivals? Des festivals. Des festivals. À mon sens, ça n'atteint pas la plupart de l'imagination des décors et idées des deux autres trilogies, mais l'aspect visuel est vraiment soigné. Je reviens encore dessus, mais l'épisode 8 apporte cette scène dantesque de la vitesse lumière, ou encore Krayt, qui semble au départ être une simple hôte numéro 2, mais qui se révèle sous sa véritable apparence dès que la bataille commence. Quant à l'ascension de Skywalker, on nous offre plusieurs mondes d'affilée en tout début de film, des visuels de bataille dantesques et surtout Exegol, qui a franchement de la gueule. Entre l'ambiance obscure, les gradins remplis des adorateurs Sith, les statues immenses ou encore l'installation de Palpatine, tout cela respire la grandeur, la démesure. Ok, passons au dernier point positif de cette liste, la Force. Comme la prélogie avait proposé de nouvelles utilisations de la Force, la postlogie se devait d'en faire autant. Et je trouve que l'incorporation de la dyade, par exemple, fonctionne très bien. Certes, les pouvoirs semblent très puissants, mais moi, ne m'ont personnellement jamais semblé exagérés. Créer un lien à travers la Force entre deux puissants utilisateurs permet cette télépathie, les échanges d'objets à courte distance et autres joyeusetés. Mais on nous montre également d'autres utilisations, notamment l'esprit et l'image de Luke qui peuvent voyager à travers la galaxie. Certaines personnes ont trouvé ce pouvoir exagéré. Et dois-je vous rappeler que Luke est le fils d'Anakin Skywalker, un être créé entièrement par la Force, qu'en utilisant ce pouvoir, il en est mort.
lui aura pu aller jusqu'à projeter son image, et Leia, bien moins douée dans l'utilisation de la force, n'aura pu prononcer qu'un mot, un murmure. Quant au soi-disant vol de Leia à la Mary Poppins dans l'espace, c'est de la télékinésie. Au lieu d'amener l'objet à elle, elle s'attire à l'objet, puisqu'il est plus lourd. Donc ça donne l'impression qu'elle vole, mais en fait elle... Bref, c'était 5 points positifs sur la postologie Star Wars, revue à froid après avoir eu le temps de la digérer. N'hésitez pas à écrire vos points positifs dans les commentaires. Comme d'habitude, j'essaye de répondre à tout le monde. Mais dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour 5 points négatifs sur la postologie Star Wars.